Bonjour et bienvenue, on se dit tout aujourd'hui spécial Healthy Lifestyle. Alors c'est vrai que c'est très à la mode, mais au-delà de la tendance, cela semble-t-il serait la clé du bien-être absolu et surtout de la prévention contre de nombreuses maladies. Alors comment adopter ce mode de vie sain, jour après jour, saison après saison et surtout sans ennui et sans perdre sa motivation? C'est ce que nous révélerons des spécialistes du sujet. Les seniors seront également à l'honneur puisque nous verrons en détail avec Madame Maria Benjouloun comment les plus de 50 ans peuvent adopter un mode de vie sain selon leurs besoins. Restez avec nous pour les détails. Et donc un mode de vie sain, jour après jour, saison après saison, comment s'y accrocher, comment ne pas laisser tomber, comment se faire plaisir. On en parle tout de suite avec vous, Sophia Belkamel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Alors vous êtes coach sportive et blogueuse, Oui. et à vos côtés, votre moitié, c'est un projet commun en fait, c'est pour ça qu'on vous reçoit tous les deux. Amine Ouizid, vous êtes également coach sportif. Effectivement. Et blogueur. Et blogueur. Absolument. Et on va parler justement de l'idée de faire du sport ensemble et de se motiver ensemble dans ce mode de vie sain. Ouais. Et en fait, vous allez nous raconter tout cela dans quelques instants. Docteur Wali Karim, bonjour, un Bonjour. habitué de l'émission. Vous êtes médecin nutritionniste, entre autres, et c'est un petit peu avec cette casquette-là que vous participez avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Alors, on dit justement que le corps se façonne à 70% dans l'assiette et 30% à la salle de sport. Docteur Wali, vous en pensez quoi, vrai ou faux? C'est vrai, c'est vrai. Alors Hippocrate, celui qui a fait le serment des médecins, l'a dit. Faites de votre aliment votre premier médicament. Les deux se complètent, mais la santé passe d'abord par l'assiette. Par l'assiette avant la salle de sport. Effectivement. Sophia et Amine, vous êtes d'accord? Sophia? Moi, en grande partie, oui. 70% dans l'assiette et 30% C'est très important. dans la c'est salle de sûr, sport? C'est sûr que c'est hyper important parce que si on ne s'alimente pas correctement, ce qu'on en fait à la salle de sport, au final, ça ne sert pas à grand-chose. Absolument. Tu vas te construire un certain corps, mais ça sera en dessous d'un tas de graisse. Donc, C'est vrai. C'est vrai. Ça va être un Amine, peu vous compliqué. confirmez? Alors moi je pense que derrière cette idée des 70-30, il n'y a pas de pourcentage général, mais je pense que c'est juste effectivement fait pour pointer du doigt l'importance de la nutrition. Parce que nous, en tant que sportifs, on peut citer pas mal de personnes athlètes qui ont tendance à négliger le côté nutrition, à vraiment se consacrer uniquement à l'aspect sportif, alors que c'est deux choses qui sont interdépendantes et l'une ne peut pas aller sans l'autre. Et je pense que c'est l'idée derrière ces 70-30, mais je pense que pour moi, je dirais plus du 50-50 parce que c'est, pour atteindre un niveau de santé optimal, c'est deux facteurs qui sont indispensables. L'équilibre entre les deux. On va y aller Exactement. petit à petit pour voir comment vous mettez en place ce mode de vie sain et quels conseils vous pouvez apporter aux téléspectateurs. Mais d'abord, je pose la question aux médecins nutritionnistes. Oui. Vous, docteur, est-ce que vous avez un mode de vie sain constamment, toujours? Bien entendu. Moi, je le dis toujours à mes patients et aux gens que je croise à travers mes séminaires. Si on ne croit pas en la chose, on ne peut pas être efficace. C'est-à-dire qu'il faut d'abord l'adopter pour pouvoir convaincre les autres. Quand on l'adopte, ça devient un plaisir, ça devient un mode de vie. Mais justement, le Healthy Lifestyle pour Dr Karim Louali, c'est quoi? C'est d'abord un déclic. Avant de D'accord. parler de ce que c'est d'abord un déclic. Il faut l'avoir. Quand on a le déclic, ça devient du plaisir. Ok. Il faut avoir ce déclic. Et après, ça passe par trois choses qui sont indissociables. On ne va pas parler de pourcentage. C'est un healthy eat. Donc d'abord dans l'assiette. C'est un healthy body. D'abord dans le sport et l'exercice physique. Et puis en dernier lieu, c'est un healthy mind. Oui. Si on n'a pas de l'énergie positive, si on n'est pas motivé, si on ne crée pas de l'énergie positive autour de soi, ça ne sert à rien. Et donc finalement, il n'y a pas une formule magique pour tout le monde. Chacun son healthy lifestyle. Donc c'est ça qui est important. Ne brûlez pas les étapes, docteur, vous avez donné la conclusion. Oui, mais finalement, Oui. C'est l'association de ces trois choses. Je dois être bien dans mon corps, bien dans mon assiette et bien dans ma tête. Alors, bien dans son corps, bien dans son assiette et bien dans sa tête, est-ce que bien dans son assiette, ça veut dire, on va dire, zéro écart? Non, c'est faux. C'est absolument faux. Bien dans son assiette, c'est quoi? C'est pas manger sainement, pas de restriction. Moi, j'ai toujours été contre l'appellation régime. Ok. C'est-à-dire, si on veut résumer d'une manière très simple, c'est essayer de manger bio ou local, pas forcément bio, mais local ou Maroc. Il n'y a que ça. Hein, tous nos marchés sont frais, sont des produits du jour. C'est plutôt peut-être les modes de cuisson qui posent problème. Oui. Alors, il y a ensuite les modes de cuisson
pas trop agressive, c'est important. Bien choisir ses huiles de cuisson. Bannir les 3 choses qui font mal, hein, le sucre raffiné, les produits industrialisés. Puis, prévoir un tout petit peu ses repas. Parce qu'on ne peut pas manger sainement en ne rien préparant, c'est-à-dire avoir une petite idée de ce qu'on va manger pour avoir les ingrédients qu'il faut. Absolument. Et donc, finalement, ce n'est pas se mettre à un régime sec, non ? Pas forcément. Quand on veut faire des écarts et se faire plaisir, oui, mais il faut bien choisir ses moments. Ok. Donc, moi, je l'ai toujours dit, je vais te donner juste l'exemple de la douceur sucrée. Bon, je dis jamais aux gens ne reprenez pas de douceur, mais il faut bien choisir ses moments. J'ai pris un bon repas copieux, oui, je peux me permettre un bon gâteau, une bonne tarte. Oui, noyer au bol alimentaire, ça ne me fait pas des pics d'insuline, ça ne me fait pas de stockage. D'accord, mais à 4 heures de l'après-midi ou 5 À heures. 4 heures d'après-midi, prendre un café et prendre un bout de chocolat, eh ben, non, ça c'est fatal. D'accord. C'est-à-dire choisir ses moments pour faire ses écarts, se faire plaisir, écouter son corps. Et que ce soit C'est des ça. écarts et non pas modérés et non pas des habitudes. Non, et non pas des habitudes. Alors, docteur Ouali, vous parlez de déclic. Vous dites avant tout, il faut le déclic. Et le déclic, je pense que ce couple l'a bien eu. Parce que vous n'avez pas toujours été dans le sport. Vous avez fait des études, on va dire, conventionnelles, avant de vous tourner vers le sport et vers le partage à travers les réseaux sociaux, les blogs. Je vous pose la question à tous les deux et celui qui a plongé avant l'autre répondra. Qui a entraîné l'autre? Alors c'est moi. Oui. C'est moi. Racontez-nous l'histoire. On va raconter un peu l'histoire. En fait, moi, j'étais toujours dans le sport. Je faisais du tennis à haut niveau quand j'étais tout petit. D'accord. J'ai commencé très tôt, à l'âge de 7 ans. Après, on passe l'adolescence classique. Et après, je me remets au sport du coup, vers les 16 ans. Vers les 16 ans, je me remets au sport. Et c'est là que j'ai rencontré Sophia. Et elle ne faisait pas spécialement le sport, mais c'était rien de très régulier. Et on est parti aux États-Unis, on est resté 3 mois aux États-Unis. Et c'est là où on a un peu changé notre façon de voir les choses parce qu'on a vu une société qui était totalement orientée healthy lifestyle et ça n'avait rien à voir avec ce qu'on pouvait voir en France ou quoi que ce soit. Et c'était marquant de voir à quel point ce mode de vie avait un impact positif sur la société parce que les gens, ils étaient plus productifs, les gens, ils étaient moins stressés, ils étaient en meilleure santé, ils étaient autonomes à des tranches d'âge qui étaient élevées. Et ça nous a marqué et on s'est mis au sport à fond. C'était progressif. Au début, on s'intéressait plus au sport, puis on voulait aussi étendre l'intérêt à ce qu'on mange. On voulait manger sainement, puis à nos activités, et puis ça s'est étendu jusqu'à couvrir l'ensemble de notre quotidien. De votre mode de vie. Voilà, c'est ça. Et ça a commencé à... On a, de manière involontaire, influencé notre entourage, notre famille. Et on a vu que ça avait un impact qui était fort et qui était positif. Et on voulait étendre ça plus largement. De manière plus large. Du coup, on a créé une page. Mais vous y êtes arrivé comment? Parce que par exemple, on peut avoir un époux ou une épouse qu'on essaie d'amener vers une activité physique, mais on n'y arrive pas. Et comment vous avez pu un petit peu déteindre positivement sur votre entourage? En fait, il faut déjà le vouloir, parce qu'en fait, le healthy lifestyle, c'est vouloir se faire du bien. Et à partir du moment où tu veux te faire du bien, après, ça va tout seul, en fin de compte. Si tu veux vraiment quelque chose, après, tu as plus de facilité, en fait, à te mettre au sport, à te mettre à une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, quoi. Donc, ça n'a pas été très compliqué. Il a suffi que je le veuille vraiment pour que lui m'embarque. Mais il a parlé de quelque chose de très intéressant, c'est le déclic. Oui. Et au début, vous avez parlé de la nutrition et du sport, 70-30. Alors que le mental, je pense que c'est l'élément le plus important. Parce que pour avoir ce déclic, c'est purement mental. Et les gens ne se rendent pas compte spécialement de l'importance du mental, mais si on pose des questions à des grands athlètes, des gars qui ont fait des miracles dans le sport, dans les performances physiques humaines, si on pose la question à Usain Bolt ou à Ronaldo ou à Michael Phelps, on lui dit c'est quoi ton secret? Il n'y a aucun qui va te dire que c'est l'entraînement, c'est le sport. Ils vont tous dire la même chose, c'est le mental. Et pas le dopage. C'est le mental, c'est avant tout le mental. Et c'est des personnes lambda comme ça, des sportifs occasionnels, vont pas comprendre cette importance, mais c'est vraiment mental. En fait, c'est le moteur qui va
animer cette envie de prendre soin de son corps, de s'entraîner, d'être régulier, même dans des moments où on n'a pas spécialement envie de se donner à fond. Mais c'est ça, en fait, qui peut un petit peu freiner dans ce mode de vie sain, dans ce healthy lifestyle, c'est qu'on se dit c'est presque une forme de performance au quotidien, jour après jour, et on ne peut pas baisser la garde. Ce ne pas baisser la garde qui peut faire peur aux gens et les freiner. Non, moi je pense qu'on peut baisser la garde. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de baisser la garde. Oui. Quand vraiment tu sens que ton corps a besoin vraiment de se reposer. En fait, il faut simplement écouter son corps, je pense. Et à un moment donné, tu fais une petite pause dans le sport, par exemple, tu vas t'arrêter 2 semaines ou même 1 mois si tu as besoin. Il faut vraiment écouter son corps et à partir de ce moment-là, il n'y a pas vraiment de souci, quoi. Tu baisses la garde à ce moment-là. Tu te dis, baisser la garde j'ai le droit, j'ai le droit voilà, de baisser la garde. Parce que voilà, je me suis habituée à un style de vie sain et que si j'arrête pendant un certain temps, je sais que je pourrais le reprendre très facilement. Et puis il faut après, bien sûr, toute la volonté qu'il y a derrière, la motivation. En fait, ça, les gens, ils ont tendance à un peu éviter de se mettre au sport parce qu'ils se disent que si on s'engage, on n'a pas le droit de se désengager. De s'arrêter. Alors ça, c'est classique, c'est juste un comportement psychologique où on n'a pas vraiment, on n'ose pas en fait franchir le cap. Alors que il faut déjà le faire. Concrètement, au contraire, les plus grands sportifs, c'est eux qui peuvent s'arrêter sans problème 2 mois sans faire de sport. Alors que les amateurs, quand on commence, on est novice, 6 mois, on n'a vraiment pas envie de louper une séance parce qu'on se dit ça devient un peu parano, dès qu'on s'arrête, on va régresser. Complètement arrêter, et ça, c'est vraiment un comportement des novices. Parce que quand on va voir des sportifs de haut niveau, ils peuvent s'arrêter pendant 1 an, il n'y a aucun souci. C'est un comportement de novice, mais légitime. Oui, complètement. Légitime. Alors justement, on va s'arrêter en détail sur les différentes questions, soit des personnes qui viennent sur votre page Facebook ou votre blog, mais aussi en cabinet. Quand vous dites à vos patients, Dr Karim Louali, il faut avoir un mode de vie sain, qu'est-ce qu'on vous pose comme question? Généralement, les gens ils vont directement être dirigés vers la nutrition, alors que c'est absolument faux. Il y a d'abord ce déclic qui est important. Il y a après l'esprit qui doit être préparé à ça. D'ailleurs, moi, des fois, quand je fais mon bilan nutritionnel, ma consultation Nutri, la plupart du temps, je m'étale sur l'état d'esprit de la personne. C'est-à-dire, ça m'arrive des fois, c'est m'est arrivé hier, d'avoir une jeune fille de 19 ans qui vient d'avoir son bac, qui va partir à l'étranger et qui a passé sa première année ou sa 2e année à l'étranger et qui revient complètement déformée, dénaturée par la malbouffe qui l'entoure. Elle a pris beaucoup de poids. Et j'ai pris mon temps pour lui parler vie, pour lui parler mode de vie. C'est-à-dire, je lui dis, écoutez, vous êtes parti faire des études à l'étranger, c'est magnifique, c'est une autre culture. Mais la vie, ce n'est pas des études et manger. C'est-à-dire que la vie, il faut bien la partager entre la culture, entre le sport, entre tes études. Il faut trouver cet équilibre. On fait des études pour avoir un diplôme, pour travailler, pour bien vivre. Pas pour être esclave de mes études ou de mon travail. Et donc, j'ai pris tout mon temps. Ça m'a pris 1 heure pour la convaincre qu'elle était en train de passer à côté des plus belles années de sa vie. Peut-être qu'elle aura son diplôme après, mais qu'elle sera passée à côté de la vie. C'est-à-dire qu'il faut trouver ce point pour créer ce déclic chez la personne. Et ensuite, ils vous disent très bien, mais qu'est-ce qu'on mange, docteur? Oui, on va y arriver. Est-ce qu'on vous pose ce genre de questions? Oui, bien sûr, on va y arriver. Mais une fois qu'il y a le déclic, après, il y a l'entourage qui est important. Ils sont arrivés à étendre leur énergie positive sur toute la famille. Parce que quand je prends en charge quelqu'un et que l'entourage voit qu'il dort mieux, qu'il mange mieux, qu'il prend plus de médicaments, qu'il se sent bien dans sa peau, qu'il se réveille avec de l'énergie chaque matin, eh bien oui, c'est quoi ton secret? Oui, je suis un régime, je fais du sport, j'ai changé mes habitudes. Et au final, moi, je vais vous le dire, ça devient une drogue. Moi, je vais vous le dire, eux, les sportifs qui font du sport à haut niveau. Oui, très bonne drogue, absolument. Ça devient une très bonne drogue. Quand ils se réveillent un jour et qu'ils n'ont pas leur séance, ils sentent qu'il y a quelque chose qui manque, qu'il y a un truc qui ne va pas et qu'ils ont besoin de vider, parce qu'il y a une chose qui est importante. Nos batteries, quand on les vide trop, on a du mal à les recharger, il faut les entretenir, c'est comme le téléphone. Si on ne laisse pas charger pendant longtemps, il ne démarre pas, même si on met le chargeur. Et puis on s'habitue aussi à toutes ces hormones qui sont libérées par le cerveau, ces hormones de bien-être, absolument. Et puis l'énergie positive, c'est quelque chose que moi je prône énormément. Quand on se réveille le matin du bon pied, en souriant, en souriant, puis tout vous sourit, toute la journée vous souriez. Mais tout ce que vous dites donne envie. Pourquoi certaines personnes, et beaucoup, elles le sont, et là on est vraiment au début de l'année, beaucoup de personnes arrivent avec la résolution de changer, n'y arrivent pas.
quand on leur parle de mode de vie sain, c'est presque un mode de vie aseptisé, en fait, qui fait peur et donc c'est carré. Il faut leur expliquer, il faut les coacher parce qu'il y a des gens, on a besoin de les accompagner un tout petit peu. Donc il faut des professionnels qui vont les accompagner pour faire les premiers pas, pour leur apprendre, pour leur donner du goût, du plaisir à manger comme ça. Moi, quand je suis dans un restaurant le soir et quand mes amis me voient prendre des choses saines, ils sont horrifiés. Non mais moi, je prends du plaisir à commander des choses saines dans la carte. C'est-à-dire, je ne me sens pas du tout frustrée, ni en restriction. Vous avez habitué votre palais aussi. On fait une éducation du palais. Je me permets. Je sais qu'à midi, j'ai pris une bonne salade et que le soir, je sais que je vais sortir au restaurant, je vais prendre une entrée, un bon plat et je vais me faire plaisir et je vais bien prendre un fondant au chocolat ou bien une Vous tarte le faites, tatin. docteur, ça? Oui, je le fais. Oui, je le fais. Je rigole. Pas tout le temps, Bien sûr, mais de temps en temps. j'ai bien régulé ma journée. Absolument. C'est un moment de pur bonheur. C'est pas parce que j'ai envie de le faire, mais c'est un moment de pur bonheur et on n'est pas là pour dire Je peux vous le confirmer, justement. Alors, je reviens vers vous par rapport aux échanges sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on vous dit ça? Est-ce qu'on vous dit cette phrase? En fait, je me présente, je suis X, je veux commencer, mais j'ai peur. Ou je ne sais pas par quoi. Je ne sais pas par où commencer. Ça arrive très fréquemment, ce genre de questions. On vous le dit? Oui, on nous dit aussi qu'il y a une certaine peur aussi, une certaine appréhension qui se fait. Et on a beaucoup de questions aussi sur, par exemple, sur l'alimentation, qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois acheter. Et en fait, c'est des gens qui ont vraiment besoin d'être suivis, et surtout au début, c'est ce qu'on disait, qui ont besoin vraiment d'être accompagnés. Ça ne suffit pas en fait de donner des conseils, il faut vraiment être là à côté d'eux et les coacher vraiment surtout au début. Et à partir du moment où tu commences à un petit peu comprendre le truc, c'est bon, c'est parti, on peut te lâcher la main sans problème. Mais au début, c'est vrai que c'est... Il faut un accompagnement. Moi, par exemple, Amine, c'est lui qui m'a accompagné au départ. Sinon, j'aurais peut-être eu du mal à m'y mettre vraiment, quoi, à 100%. Et qu'est-ce qui vous posait le plus de problèmes? C'était l'alimentation, le rythme sportif? L'alimentation. Le sport, j'ai toujours apprécié le sport, mais sauf au collège. mais c'est vrai que l'alimentation, je suis quelqu'un de très gourmand, donc j'apprécie énormément le sucre. Et du coup, c'est vrai que ça aide quand tu as une personne qui fait des bons achats, qui vit avec toi, c'est sûr que ça aide beaucoup. Bien sûr. Donc il faut un entourage qui t'aide, quoi. On peut être gourmand et healthy. Oui, bien sûr, mais c'est mon cas. On peut être gourmand et healthy. Je mange des choses sucrées, mais du bon sucre déjà, et puis j'essaie de choisir. C'est quoi du bon sucre? Du bon sucre, déjà ce qui sort des fruits. Par exemple, je vais manger des fruits avec des graines de chia, par exemple. Ça, c'est mon petit dessert que j'adore. Graines de chia avec des petits fruits et des petits oléagineux, un peu d'amandes, un peu de noix. Et ça, c'est confirmez, docteur. On peut se faire. Moi, je fais pour mon bébé maintenant. On lui fait des biscuits. On utilise de la farine d'avoine, on utilise de la farine de lentilles, on utilise des huiles assez spéciales de coco, de noix, de sésame, qui donnent énormément de goût. On peut sucrer avec le miel, on peut sucrer avec les dattes. On peut même faire des biscuits avec des fruits. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser du beurre, etc., on peut utiliser des fruits pour rassembler. Ça donne l'arrière-goût du fruit dans le biscuit. En fait, et le fondant de temps en temps, une fois par mois, c'est pas grave. Par mois, on peut prendre plus que ça. On fait du sport, on peut brûler, il n'y a pas de souci. Ça brûle. Ça brûle, il n'y a pas de souci. C'est question d'équilibre. Quand on habitue son palais à des choses de bonnes... D'ailleurs, quand on mange healthy, ils vont vous le confirmer. En fait, on peut manger la même quantité quand on ne mangeait pas healthy, mais on mange mieux. C'est pas une réduction des quantités. L'activité physique aussi, vous dites on peut manger et brûler. Justement, c'est ce qui peut, entre autres, encourager certaines personnes à se mettre au sport, mais pas que, j'espère. Un bon rythme d'activité physique, c'est combien de fois par semaine? Alors, c'est au cas par cas, parce qu'on est tous différents. On ne peut pas établir des normes comme ça, mais je dirais entre... Ça dépend des objectifs de chacun, mais ça peut aller de 3 fois par semaine jusqu'à tous les jours. Parce que tout dépend de la récupération. Parce que le process le plus complexe pour définir un rythme, c'est la récupération. Il faut se laisser assez de temps pour récupérer entre les séances. Il ne faut pas que ces muscles soient... Parce qu'après une bonne séance de sport, on se sent ces muscles, peut-être même le lendemain, encore un peu pas que les rigides. Muscles. On a les muscles, on a le système nerveux, il y a un ensemble d'éléments qui nécessitent un temps de repos. Et c'est au cas par cas parce qu'il y a des personnes qui peuvent récupérer, enchaîner chaque jour. Et puis il y en a qui doivent obligatoirement avoir un jour on, un jour off. Mais comment on le sait? Alors, il faut essayer. En fait, pour moi, ce que je dis aux personnes, à nos clients et nos adhérents, c'est qu'on doit être son propre... Parce que vous avez aussi une salle de sport. À Marrakech. On doit être son propre laboratoire.
En fait, parce qu'on est tous tellement différents qu'on ne peut pas s'inspirer d'une personne qui a fait un régime ou qui a fait un programme et vouloir dupliquer et s'attendre au même résultat. Ça, c'est juste, on fonce droit dans un mur. Alors, nous, ce qu'on conseille, c'est d'essayer toutes sortes de régimes, de voir celui qui nous convient, d'essayer toutes sortes de programmes sportifs et de préparation physique. Et il n'y a pas mieux qu'une approche empirique pour avoir des résultats à la hauteur de nos attentes. Mais voilà, vous parlez de résultats, d'attentes. Si par exemple une personne veut, dans ce cadre de mode de vie sain, s'entretenir, simplement, elle ne va pas courir un marathon, elle ne participe pas à des compétitions, mais elle veut s'entretenir, on va en parler tout à l'heure, elle prépare son 3e âge aussi, enfin voilà, c'est son mode de vie. Fait attention à son alimentation, mais pas trop, elle fait du sport, mais pas outrance. Voilà. Un bon rythme, ça serait quoi? Alors, je sais que vous ne voulez pas donner... Un bon rythme pour une personne qui veut s'entretenir, qui se prépare au 3e âge. Se faire du bien. D'accord, se faire du bien. Alors être idéalement, bien dans sa tête. Une personne qui se prépare au 3e âge, c'est une personne qu'on veut qu'elle soit autonome et indépendante plus longtemps possible. Absolument. Donc ça serait plus déjà un programme sportif à base d'exercices fonctionnels, des mouvements fonctionnels qui vont l'aider au quotidien, qui vont l'aider à exécuter des tâches au quotidien de manière optimale, à soulever des objets, à monter des escaliers, à faire des trucs comme ça. Et avoir aussi, à travailler un peu le cardiovasculaire. Et donc on peut dire que 3 fois par semaine, ça peut être un bon départ. Un bon départ, ça veut dire que ça évolue. Pas forcément, ça peut s'adapter en ça peut être fonction. très bien. On peut faire 3 fois par semaine et au bout d'une certaine période, on peut adapter. Si on sent qu'il n'y a pas vraiment une fatigue, que le corps il arrive à récupérer, il a 7 ans à récupérer, on peut rajouter peut-être monter à 4 fois par semaine. Et si on voit qu'il y a des résultats qui sont satisfaisants, on peut continuer sur ce rythme-là. C'est vraiment... En fait, pour vous, les sportifs, le sport ne fait jamais de mal. C'est-à-dire plus on en fait, mieux c'est, ou il faut quand même faire attention? Non, il faut faire attention. Parce qu'il y a quelque chose au sport qui est très courant, ça s'appelle le surentraînement. D'accord. Et ça devient mauvais. C'est quand on commence à faire trop de sport et on ne laisse pas assez de temps de récupération. Et là, c'est du surentraînement, c'est des symptômes où on a des troubles de sommeil, on a des troubles de comportement, on a une fatigue, on a des vomissements, on se sent fatigué. Et là, ça devient totalement négatif. Très bien. Il a mis le point sur quelque chose d'essentiel. D'abord, le sur-mesure. Oui. Parce qu'on a plus tendance à aller vers des salles, on fait des séances de groupe. Absolument. Et chaque personne a ses particularités. Des problèmes de genoux, des problèmes de dos, des problèmes de posture. Et on ne peut pas avoir un exercice qui est commun à tout le monde. En second lieu, oui, quand on fait le sport, à un certain moment, on fait du mal à notre corps. Il y a des pertes de protéines, parce que le fait de bouger, c'est des lésions, c'est des pertes de protéines qu'on fait. En ce moment-là, c'est la récupération qui est importante. Et la récupération, elle est même alimentaire. Parce que quand je vais rentrer chez moi, je dois savoir qu'est-ce que je dois manger. Justement, qu'est-ce que je mange après une séance de sport? Généralement, c'est des protéines. On prend, pour brûler avant le sport, il faut avoir de l'énergie, c'est des hydrates de carbone. Et après le sport, c'est des protéines pour récupérer ce que j'ai perdu. Et l'hydratation, je veux dire, l'hydratation, la soif, est un faux signal d'alarme. Si j'ai soif, c'est que c'est trop tard. Il faut que j'apprenne à boire sans que j'ai soif, avant, pendant et après le sport. Alors, cette histoire de Healthy Lifestyle, elle a aussi quand même ses détracteurs, à savoir le marketing. Le marketing des produits. Et ce qui vient aussi un petit peu titiller notre motivation. Comment... Je sais que vous allez dire, Dr Wali, il faut commencer ça. Si je vous posais la question, à partir de quand peut-on mettre en place un mode de vie sain? Vous me direz, peut-être quand le bébé est encore dans le ventre de sa mère. Oui, c'est ça. Mais comment Au moins, je le dis. Et ce n'est pas quelque chose que je veux dire en l'air. C'est valable pour les enfants qui suivent chez moi, pour mon fils, pour mes neveux, je le dis. Et pour les enfants des téléspectateurs. Parfait. Je dis qu'au moins jusqu'à 2 ans, de graisse, pas de sucre, c'est essentiel pour les enfants. Alors, la deuxième partie de ma question, c'est comment faire face à la force du marketing chez des enfants. Par exemple, l'adulte, une fois, on va dire, s'il est capable de lutter contre ça, de mettre en place son mode de vie sain, c'est bien. Mais est-ce que ce n'est pas encore plus compliqué chez les tout-petits? C'est plus compliqué chez les tout-petits. Parce que moi, je le dis, que ça, c'est un travail global qui doit être fait par l'État,
pour les industries. Par les C'est-à-dire parents qu'il faut... aussi. Par les parents. Non, d'abord l'État. L'État, Parce bien que sûr. c'est l'État qui doit créer des censures sur certaines publicités. Hein. Les enfants, ils ne vont pas lire en tout petit en bas, manger 5 Attention, fruits et légumes par jour. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il ne faudrait pas Mais il passer faut à la l'avoir télé. encore, cette censure. Voilà, il faut l'avoir. Cette bannière, je veux dire, pardon. Alors, moi, ce que je pense, c'est que déjà, l'enfant, quand il est éduqué dans une maison healthy, on lui fait goûter à ses papilles toutes les saveurs. Ouais, mais je peux vous dire que sans c'est- sucre, sans condiment, il va tout manger. Il finira par être rattrapé par les camarades, par c'est l'école, mais déjà en mangeant tout. Parce que ça, c'est une grande différence. C'est-à-dire que si il a été mal éduqué à la maison, et en plus, l'école et le marketing, c'est-à-dire qu'il va manger des cochonneries, mais à côté, il ne va pas consommer de fruits et de légumes et de choses saines. Donc déjà, il faut commencer à la maison, c'est-à-dire pas de condiments, pas de sel, pas de sucre, jusqu'à l'âge de 2 ans, jusqu'à ce que son palais s'habitue à tout. Ok. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, ce sont les parents à la maison qui vont introduire des choses saines. Parce que le marketing, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je donne que le petit déjeuner, les choses les plus simples. Donc, pendant longtemps, tout le monde croyait que le lait, les céréales et le fruit, c'était le petit déjeuner essentiel. Et le plus facile et le plus équilibré. Or que ces céréales industrielles, c'est une Absolument. catastrophe sanitaire que les parents à la maison, comme Madame a dit, hein, ils peuvent les remplacer par des choses saines. Des flocons d'avoine avec des morceaux de fruits, avec des graines de n'importe quoi, hein, des noix, des dattes. C'est très bon. Et on inculque à l'enfant cette notion dès le jeune âge. Alors, ça, c'est pour les enfants. Pour les adultes, comment garder cette motivation et comment lutter également contre les forces du marketing? On en parle dans quelques instants, juste après cette courte pause. Restez avec nous sur Média TV et on revient pour la suite. Un mode de vie sain pour vous, pour tous les jours, toutes les saisons et ne pas perdre sa motivation. Eh bien, on continue d'en parler avec nos spécialistes. Si vous venez de nous rejoindre et que vous êtes bien installés, eh bien, on reprend le chemin ensemble, mais vous pouvez réécouter, revoir la première partie sur notre site mediantv.com. Alors, je vous rappelle que je suis avec Sophia Belkramel. Vous êtes coach sportive et blogueuse, et Amine Ouizid. Vous êtes également coach sportif et blogueur, et en fait, vous êtes mari et femme. Voilà, exactement. Et l'idée, en fait, c'est de parler avec vous de votre concept de Healthy Lifestyle et comment, à deux, vous avez réussi à le faire. Et en face de vous, le docteur Karim Louali, médecin nutritionniste. Donc, docteur Louali, on parlait des enfants, comment leur apprendre un petit peu ces notions de Healthy Lifestyle, leur éduquer leur goût pour lutter du mieux possible contre les forces du marketing, mais même les adultes ont du mal. Et Oui, on va enchaîner sur ce point, justement. Et les adultes, en fait, ils doivent donner l'exemple à la maison. C'est-à-dire qu'on va vers la chose la plus facile. Si un enfant a faim et il trouve un biscuit, des cochonneries à portée de main, il ira vers ça. Mais s'il trouve un beau panier de fruits et pas autre chose, il ira vers le beau panier de fruits. C'est vrai, vous avez raison. Mais on va dire, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. La réalité est différente. Pourquoi? Parce que si ces produits ne se vendaient pas, ils ne se vendraient plus. Or, ces produits se vendent et sont achetés par des adultes. C'est eux qui ont l'argent. Mais alors, qu'est-ce qui fait que... Il a absolument raison. D'ailleurs, oui. moi, je ne moralise pas les enfants. Quand je fais mon interrogatoire, je pose les questions aux adultes. c'est vrai. Et après, moi, j'ai reçu une maman la semaine dernière qui était effarée. Mon fils ne mange que des biscuits et des yaourts sucrés. Je n'arrive pas. Je lui dis, et comment, quand il a faim, eh ben, il va les prendre. Et comment il les prend? Eh ben, je lui donne l'argent. Ouais. Carrément. Bah oui. Et donc, finalement, quand les parents donnent l'exemple, on s'attable pour le petit déjeuner, on mange sainement, on fait un écart de temps en temps, et ben, ça rentre dans les mœurs des enfants. D'accord. Là, on va faire presque une question psychologique. Et quand, par exemple, vous avez un couple, vous avez une famille, le mari et la femme n'est pas du tout healthy et l'homme extrêmement healthy. Et donc, les enfants en face, le père milite pour que ses enfants aient un mode de vie sain et la maman dit bah, écoute, ils ne sont pas obligés de manger ça, moi je le mange, mais pas eux. À ce moment-là, est-ce que pour vous, c'est c'est des choses que vous rencontrez en cabinet? Énormément. Ou inversement, le père qui n'est pas du tout... Moi, ce que vous venez de dire, ce n'est pas que dans l'alimentation. Je vois que maintenant, dans les couples, il y a énormément de différences, des fois de langue. Une fois, moi, j'ai reçu dans un couple la maman complètement arabophone, le papa francophone et l'enfant qui est à l'école américaine, complètement anglophone. Mais ça, c'est une richesse? Et ce n'est pas une richesse, c'est une incompréhension au sein du couple et chacun une culture différente. Et on se retrouve avec des enfants qui ont des problèmes d'obésité, de choses comme ça, parce que ça ne communique pas, ça ne parle pas. Et finalement, moi je le dis, le noyau familial est essentiel. C'est vrai que quand on touche la maman,
au niveau healthy, on touche mieux le foyer. Oui, absolument. On touche mieux le foyer parce que c'est la maman qui s'occupe de ce qui doit être cuisiné, qui fait plus attention à la santé des enfants. En fait, c'est ça le problème. Quand on touche le papa, eh ben, généralement, je vais pas généraliser, mais généralement, il va penser à sa petite santé, à son petit sport, à sa petite personne. Et ça, c'est un homme qui le dit. Oui, c'est Ami qui fait la cuisine. Il faut dire qu'il va partir chez sa femme et dire voilà mon régime, prépare-moi ce que je dois manger. Alors que la maman, elle va me dire fais-moi un régime qui peut être adapté à tout le foyer. À toute la famille. Alors, on va parler de la motivation des adultes. Sur les pages Facebook, sur les blogs, comment, en fait, la question de la motivation, est-ce qu'elle revient? Est-ce que les gens vous disent, oui, mais on a peur en fait de flancher, on a flanché, on a envie de telle ou telle chose. Ouais. Est-ce qu'on arrête tout et on replonge dans notre ancienne vie? Est-ce qu'on vous parle de ça? Oui, on nous parle souvent de ça et d'ailleurs, on nous demande comment est-ce qu'on peut se motiver. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que pour vous motiver déjà, il faut être bien accompagné, bien entouré, parce que la motivation, ça peut être aussi une personne qui va vous la donner, enfin vous pousser à faire les choses correctement. Après, il y a des petites astuces comme ça de motivation. On les prend. Par exemple, aller faire du shopping. Shopping, c'est-à-dire aller acheter des vêtements sportifs pour vous faire plaisir. Et puis en même temps, ça va vous pousser à faire du sport. C'est parce que vous allez voir des vêtements tout neufs. Vous allez avoir envie d'en porter, de faire des portées. Et puis d'aller courir un coup. Et oui, mais ça c'est pas facile. Hein. En fait, elle le dit comme ça, aller courir un coup, mais c'est pas... c'est vrai que ça aide. Souvent, la première chose qu'on dit aux personnes qu'on prend en charge dans des programmes personnalisés ou quoi que ce soit, c'est de tout d'abord, on achète des chaussures de sport. Oui, adaptées. Des t-shirts. Pourquoi? Parce qu'il y a même des études qui ont démontré que le fait d'acheter des vêtements spécialisés du sport qu'on pratique, ça fait un engagement qui est psychologique. On a plus tendance à ne pas lâcher. On s'engage, on acte ce changement, cette volonté de s'investir dans quelque chose, dans un changement. Et vraiment, ça donne des résultats assez intéressants. Et d'ailleurs, on conseille à toutes les personnes que ce soit du cyclisme ou de la musculation ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, si vous avez l'opportunité, à acheter des fringues adaptées. Et à se dresser comme un pro, parce que ça aide au niveau motivation. D'accord. Énormément. Alors, aujourd'hui, on voit de plus en plus dans les rues de gens courir. On a vraiment des runners de la ville. Ouais. C'est plus du tout les gens qui vont courir à la forêt, dans un circuit particulier, mais on les voit courir un peu partout. Vous en pensez quoi de cette tendance? C'est super. C'est super, il y a des gens qui courent, ça montre que les gens ils franchissent le pas. Et en fait, ce qui pose problème, c'est que généralement, une grosse partie des personnes, elles ont tendance à ne pas faire de sport par manque de temps. Mais c'est pas un sport, courir? Si, c'est un sport, c'est un entraînement, c'est bien, ça travaille. Si on fait ça de manière exclusive, c'est vrai que ce n'est pas l'idéal parce que ce n'est pas complet, parce qu'on va travailler uniquement quelques dimensions, on va travailler sa capacité cardiovasculaire, son endurance et le bas du corps de manière, dynamique, on va courir, ça ne sera pas plus de la résistance musculaire. Donc faire ça, c'est déjà bien si on compare ça à rien. Mais après, entre ça et entre de la préparation physique générale, on va dire que... Mais voilà, moi, les coachs sportifs, en fait, parfois, ils me font peur parce que quand on doit prendre soin de son corps, de la tête aux pieds, c'est tout un programme. Ouais. Et honnêtement, on n'a pas le temps de courir et muscler le haut et renforcer le dos et faire des abdos. Ouais. On n'a pas le temps de tout faire. Justement. Donc ça démoralise un peu quand on entend. C'est pour ça que ça... On va faire dans notre salle de sport à Marrakech du crossfit. Et le crossfit, c'est une méthode de préparation physique qui est générale. Et c'est la méthode court et intense. Oui, mais il faut aller chez vous à Marrakech. Mais par exemple, il y en a partout. Oui. Et en fait, c'est une méthode qui est brevetée de préparation physique, mais elle repose sur de l'entraînement fonctionnel à haute intensité et constamment varié. Donc, c'est des entraînements qu'on peut faire avec du matériel ou sans matériel si on veut commencer. Et c'est un format qui est assez court parce que on va plus vers de l'intensité avec des courtes fenêtres de récupération. Donc ça prend, on va dire qu'une séance, on peut la faire en 40 minutes et ça va travailler tout le corps.
et ça va travailler toutes les compétences athlétiques. On va travailler de l'endurance, on va travailler de la force, de l'équilibre, de l'agilité, de la puissance. On va faire le tour de l'ensemble des compétences physiques. Et pour toutes les personnes qui n'aiment pas le sport en salle, et qui préfèrent plutôt l'activité physique en nature et qui ont peut-être aussi un problème de temps, qui ne peuvent pas être rattachés à une heure précise pour un cours de sport. Est-ce qu'on peut quand même leur dire bravo, vous courez, c'est très bien? Non, on peut courir, c'est déjà un bon départ, mais après, il n'y a pas que la course qu'on peut faire à l'extérieur. On peut faire tous les exercices de poids de corps, ce qu'on appelle le bodyweight, qui sont inspirés de la gymnastique. On peut faire des exercices de résistance musculaire, on peut faire travailler le bas du corps, le haut du corps, travailler de l'explosivité, on peut faire des sprints, on peut faire des courses à pied de 45 minutes, de 50 minutes. Enfin, il y a toute une panoplie de formats et de mouvements différents qu'on peut faire. Et donc, pour cette histoire de course, vous dites que c'est idéal à partir de 45 minutes, 50 minutes? Absolument pas. Moi, je pense que, personnellement, et j'ai essayé pas mal de formats de course, l'idéal pour faire de la course, c'est pour les personnes qui n'ont pas de temps et qui ne veulent pas faire autre chose, c'est de faire des fractionnés. C'est-à-dire, si on court 5 minutes à fond, puis on récupère 5 minutes et on repart pour 5 minutes, on fait ça 3-4 fois, on aura plus de résultats, on va brûler plus de calories, on va développer plus de muscles, plus de puissance, plus de capacité cardiovasculaire en moins de temps. D'accord, donc 5, 5, 5. Ouais. En fait, l'idéal, c'est de mettre de l'intensité et avec des phases de récupération, de fractionner avec de l'intensité. Mais quand vous dites intensité, ce n'est pas sprint. De toute façon, on ne peut pas sprinter plus de 10 secondes. Plus de 10 secondes, notre vitesse, elle va baisser. Mais c'est-à-dire, il faut vraiment sortir de sa zone de confort et se dépasser un peu. Parce que si on ne fait que des courses de 45 minutes, on est plus dans de l'endurance et on ne travaille pas les autres dimensions. Alors là, on enchaîne dans un petit moment sur le mode de vie sain pour le 3e âge. Et souvent, la marche est conseillée pour les personnes de plus de 50 ans, parce qu'aujourd'hui, je pense que mais on va confirmer ça avec Mme Maria Benjeloun, le 3e âge est compté à partir de 50 ans. La marche, pour vous, est-ce que ça représente un sport ou une activité physique? Oui, ça peut être un sport, parce que si tu te donnes vraiment, si tu marches vraiment d'un bon pas, la marche rapide, oui, ça c'est un sport. Après marcher. Si on peut faire mieux, si on peut marcher, c'est bien. De toute façon, on ne peut pas dire que c'est pas bien entre la sédentarité, et la marche. C'est bien qu'on conseille aux gens de marcher, mais après, si notre condition physique nous permet d'aller au-delà de la marche et de faire autre chose, il ne faut pas hésiter. Autre chose comme quoi? Autre chose comme de la course à pied, comme du rameur, comme de la natation, comme des exercices de renforcement musculaire. Il y a tout. Parce qu'il faut prendre en considération la condition. Et c'est pour ça que l'état c'est de au cas santé par de la cas. personne. Mais nous, personnellement, on a pas mal de personnes qui dépassent la cinquantaine et qui font des exercices à base d'intensité, du rameur. Et voilà, l'idéal, c'est de combiner avec des exercices où il n'y a pas beaucoup d'impact au niveau des articulations. Parce que le problème, quand on dépasse la cinquantaine, c'est que nos articulations sont plus fragiles. Avec l'usure, là, c'est tout à fait normal. Forcément. Du coup, il faudra éviter un peu trop de volume, type course à pied, faire du jogging tous les jours, et combiner avec de la natation ou du rameur. C'est des sports où on travaille plus ou moins la même chose, mais où il n'y a pas d'impact au niveau des articulations. Alors, on va aller sur l'alimentation et l'hygiène de vie dans quelques instants. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence avec nous sur le plateau d'On se dit tout. Sophia Belkamel, Amine Ouzid et Karim Wali. À très vite, on peut vous regarder à nouveau sur mediantv.com. Je reste avec vous pour la suite. Et on boucle la boucle justement avec cette interview santé consacrée au mode de vie sain pour le 3e âge. Le 3e âge, ses spécificités, à partir de quand parle-t-on de 3e âge? Eh bien, on en parle tout de suite en détail avec vous. Maria Benjeloun, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Vous êtes conseillère en nutrition. C'est un plaisir de vous recevoir, madame. Merci. On commence d'abord par essayer de déterminer à partir de quand parle-t-on de 3e âge.
Alors, si j'ose dire, ce sont quand même des notions qui sont un petit peu abstraites et variables. C'est une invention par l'homme, parce qu'il y a quelques années, le troisième âge, c'était à partir de 50-60 ans, maintenant 60-65, et cette année, c'est jusqu'à 70 ans. Donc, tout dépend aussi de l'âge physique et intellectuel, de la santé, de l'état. Aujourd'hui, pardon de vous interrompre, on parle de troisième âge à partir de 50 ans. Entre 50 et 70 ans. Donc quand même, il y a au-delà de 70 ans, ce sera le quatrième âge. D'accord, voilà, exactement. Donc à partir de 50 ans, on parle de troisième âge. C'est ça. Très bien. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de l'importance du mode de vie sain. Ça regroupe beaucoup d'éléments. Nutrition, sport, bien-être, c'est une hygiène de vie en fait. Oui. Mais une personne du troisième âge ne peut pas se mettre au sport comme, je vais dire, un jeune de 20 ans, c'est pas possible. Non, c'est sûr, parce que quand même, le cœur n'est plus le même, déjà les articulations ne sont plus les mêmes, même l'équilibre, des fois on peut perdre l'équilibre. Donc, et puis, je peux pas dire, il faut faire du sport. De toute façon, le sport, on le commence très tôt, et puis on a des cadences, on écoute son corps, on écoute son esprit, on écoute son mode de vie aussi, on suit son mode de vie. Alors, si je peux me permettre, je vais commencer à parler pourquoi faire du sport déjà. Oui. Alors, la femme, surtout la femme, à partir de 50 ans, elle est souvent, elle est quand même ménopausée. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ce stade-là de la vie? Alors, il y a plusieurs facteurs déterminants. La première, c'est que souvent, elle ne travaille plus, ou vers la soixantaine, elle ne travaille plus. Donc, il y a beaucoup de changements dans sa vie, sur un plan affectif, sur un plan social, un plan travail. Donc, elle reste à la maison, les enfants sont partis, donc elle ne fait que grignoter. Mais ça, ce sont des excuses que nous trouvons pour ces personnes qui prennent un petit peu de poids. Pourquoi à cet âge-là, on prend un peu plus de poids qu'avant? De toute façon, plus on va dans l'âge, plus on prend du poids. Mais ce n'est pas systématique. Et puis, on ne devrait pas passer 10 kilos. Entre 20 ans et 50, 60 ans, la prise de poids maximale devrait être de 10 à 12 kilos, disons. Quand même. Mais est-ce qu'elle est inéluctable? Est-ce que forcément, on va prendre autant de poids? Pas forcément, mais il y aura quand même des relâchements. Donc, on devra... Pourquoi on prend l'âge à la ménopause, déjà? La cellule adipeuse, à un certain moment, elle ne brûle plus, elle stocke cette graisse. Il y a aussi l'estrogène, ce sont des hormones qui sont sécrétées par l'organisme, surtout par les ovaires, qui sont en baisse, qui s'arrêtent. Et en s'arrêtant, elles vont provoquer une fonte musculaire. Et la fonte musculaire baisse en grande quantité le métabolisme de masse, c'est-à-dire l'énergie que nous dépensons, on brûle beaucoup moins. Alors qu'est-ce qui se passe? On brûle beaucoup moins et on mange pratiquement la même chose. Oui. Donc il y a un déséquilibre qui se crée. Il y a des études en ce moment qui sont en train de se faire à l'université de Harvard. Il paraît qu'il y a une hormone qui serait responsable de ce stockage de graisse chez la femme ménopausée qu'on appelle ALDH1A1. Bon, c'est un petit peu, mais bon, on est en train de travailler là-dessus. Et puis, cette graisse, elle va surtout dans le ventre. Elle ne va plus parce que la prise de poids, elle se situe. Elle se fait, et c'est un début de graisse abdominale que nous voyons aussi chez l'homme quand même à partir d'un certain âge. Et qui est un risque pour certaines maladies. Mais oui, parce que tous les organes vitaux se trouvent là, dans l'abdomen. Donc il faut faire déjà attention. Une graisse abdominale elle est conséquence d'une graisse viscérale. Cette graisse viscérale, elle est quand même dans les organes vitaux. Donc il faut faire attention. Il y a aussi les grossesses. Oui. Donc en principe, on ne récupère pas. En principe, parce que des personnes qui arrivent à retrouver le corps avant la grossesse, mais au bout de 2-3 grossesses, il y a un chamboulement hormonal. Et moi, je conseille les femmes qui viennent d'accoucher de démarrer du sport à partir du 3e mois. Bien sûr, un sport doux, et surtout si elles n'ont pas subi de césarienne ou si elles n'ont pas subi une épisode. Sinon, il faut attendre un peu plus. Il y a aussi un problème d'hypothyroïdie. À un certain moment, surtout les femmes, elles ont un dérèglement, un problème thyroïdien qui est cause de cette prise de poids et qui vous met de mauvaise humeur. Alors quand on est de mauvaise humeur, qu'est-ce qu'on fait? On se réfugie dans la nourriture. Mais ce ne sont pas des excuses, ça ce sont les causes. C'est pour ça que la femme enceinte grossit et a une fonte musculaire, mais on peut remédier à ça. Bien sûr, mais quand vous dites on ne peut pas prendre 15-20 kilos, vous dites il y a un relâchement, mais est-ce que le relâchement
pèse sur la balance? Parce que vous dites quand même, une femme peut prendre Il jusqu'à pèse 10-12 kilos. Mais le relâchement, non, ne pèse pas. Enfin, mais il ne pèse pas, voilà. Il pèse pas, mais bon, il est visible. Donc, Oui. vous savez, c'est une prise en charge. Et puis aussi, quand on se regarde, on a envie de se dire, bon, quand même, je suis un petit peu musclée. Donc, il y a une hygiène de vie. Il y a une hygiène de vie alimentaire, une hygiène de vie par rapport au sport. Je répète, il faut écouter son corps. Et il faut faire du ses sport, besoins. respecter ses besoins et écouter son sport et consulter son corps, et consulter quand même. Attention, Alors, il faut consulter. Maria Benjouloun, justement, vous dites il faut écouter son corps, faire du sport, faire attention à son hygiène alimentaire. On brûle beaucoup moins pour la même quantité d'alimentation, voilà. Sauf que le squelette a ses besoins et l'organisme aussi a ses besoins, surtout à partir du 3e âge. Oui. Alors, comment se retrouver dans cette équation un petit peu compliquée? Alors déjà, pour la masse osseuse, il y a toujours une carence en vitamine D. Donc c'est systématique. De toute façon, la plupart des médecins ne demandent plus le dosage parce qu'ils savent qu'il y a carence. Il y a carence, surtout chez les femmes. Donc tout de suite, on les met quand même sous traitement. Attention, il y a des traitements, il y a des compléments alimentaires à prendre, il y a des traitements quand même, il faut le reconnaître. Alors, le dosage est important quand même. Bien sûr, le dosage est important. Ce qu'il faut faire, quand je parle sport, je parle par exemple du stretching. Le stretching, c'est super le matin en se réveillant. Il nous donne cette souplesse musculaire et articulaire. Il faut muscler surtout le dos et les abdominaux, en faire 3 fois par semaine, et la marche en marchant. Donc on va garder un certain rythme et puis ça va tonifier le muscle et surtout le muscle cardiaque. Quand on fait du sport, il ne faut pas penser à l'intensité. Il faut que ça soit régulier. Il faut que ça soit je fais du sport 2 ou 3 fois par semaine, ce sera 2-3 fois par semaine, ne serait-ce qu'une demi-heure. Il ne faut plus penser en fait aux performances d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans. On peut, si écoutez, on peut. J'ai autour de moi des personnes de mon âge qui jouent encore au tennis, et très bien au tennis. Hein. Bon, les gens qui sont habitués. Et ça, c'est une activité qui a peut-être été démarrée depuis bien longtemps avant. Et qui gardent ce sport, et elles le font 2 fois par semaine. Et elles n'ont pas de problème ni articulaire ni au genou, mais elles sont suivies par un médecin, elles font des contrôles. Sur le plan alimentaire, c'est sûr, il faut déjà enrichir son alimentation en protéines, et surtout en protéines animales. On a beau dire que c'est pas bon, mais bon, on a du bon poisson, on peut avoir du poulet fermier, donc en protéines animales. Essayez d'avoir une protéine à chaque repas. Faire 3 repas, une petite collation, le matin un fromage ou un œuf, midi une bonne protéine animale, l'après-midi, si on a pris du fromage le matin, on prend un œuf ou un yaourt, pourquoi pas, et le soir, évitez surtout, ça va vous étonner, mais les sucres lents, les sucreries et les fruits. Ils vont même prendre un bon plat de légumes avec une petite protéine, une petite omelette, et puis... Bien sûr, pas de pâtes, pas de pain. Évitez. Je n'ai pas dit interdit, mais évitez. Et puis de toute façon, le pain, il faut qu'il soit complet. Il faut ne plus acheter et ne plus consommer des produits raffinés. C'est conseillé. Des fois, on ne peut pas, mais bon, je parle d'une hygiène de vie, entre parenthèses, avis idéal. Idéal, mais bon, il y a des moments où on craque, des moments où on n'a pas, des moments où on voyage, mais ce n'est pas grave. Moi, je ne suis pas pour la rigueur, je suis pour la... Il faut faire attention, on est obligé de faire toujours attention. Et puis la dernière chose, c'est aussi prendre soin de son système nerveux. Il faut travailler sa mémoire. On dit qu'on retourne un petit peu à l'enfance. Pourquoi ne pas apprendre à faire la cuisine, apprendre une langue, travailler sa mémoire, faire jouer aux échecs, faire des mots croisés, sortir les albums. Moi, j'aime bien cette distraction. On sort les albums photos, puis on essaie de se répéter, de raconter des histoires aux enfants et aux petits-enfants. Donc, c'est un tout. Et il y a le sommeil. Le sommeil est très important. C'est minimum, pour les hommes aussi, parce que là, je ne cible pas que les femmes de 3e âge. La moyenne idéale, ça va vous donner, serait de 9 heures. On ne le fait pas, mais essayez au moins de se détendre. Même si on ne dort pas 9 heures dans la nuit, à partir d'une certaine heure, il faut faire le vide, se laisser aller, rêvasser. Alors, par rapport au sommeil, beaucoup de personnes dites du 3e âge, même si ce 3e âge finalement commence visiblement très tôt, dès la cinquantaine, souffriraient de problèmes de sommeil. Oui. Est-ce qu'on dit que c'est lié à l'âge, justement? Plus on prend de l'âge, et moins on dort, ou bien les moments de réveil changent. On peut se réveiller au milieu de la nuit, on fait des insomnies. Voilà, on peut faire des insomnies, on peut se réveiller de la nuit parce qu'on a trop bu, donc il y a des où on a mal digéré parce qu'on a mal mangé. Mais vous savez, d'eau, donc la vessie est pleine. La vessie est pleine. Mais vous savez, plus on avance dans l'âge, ça c'est les psychologues qui le disent, on tourne
comme une spirale. Donc plus on avance, on se dit tiens, il faut que je fasse vite, il faut que je vive mieux. Donc tout est comme ça. Donc c'est pas une perte de temps de bien dormir, mais c'est dans la tête. Moi, je vous garantis qu'il y a des personnes qui dorment leurs 8 heures sans aucun problème. Puis une petite anecdote, oui. J'ai une amie qui m'a dit une fois, écoute, moi je dirais que je commence à vieillir quand mes bougies me coûteront beaucoup plus cher que mon gâteau d'anniversaire. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc c'est dans la tête aussi, c'est beaucoup dans la tête. Absolument. Eh bien, merci beaucoup pour cette belle conclusion avec vous, Maria Benjeloun. Merci à vous. Vous êtes conseillère en nutrition, un mode de vie sain pour tous et pour le troisième âge aussi. Eh bien, on a bouclé l'émission avec vous. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour votre fidélité. Un grand merci à toute l'équipe, à Tanger, à Rabat, pour la réalisation, la diffusion, la production de cette émission. À très très vite sur Média TV et sur les ondes de la radio du Grand Maghreb en compagnie de Farhana. Au revoir.